Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient ce matin. Vos questions sur l'actualité, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, vous connaissez le principe. Et ce matin, à l'occasion de la semaine des médias et de la presse dans l'école, dont RFI est partenaire, eh bien ce sont des collégiens qui nous posent des questions. Je vous rappelle que cette opération qui est organisée dans les établissements scolaires français a pour but d'aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique et à développer leur goût pour l'actualité. Du coup, des élèves du lycée français de Lomé au Togo nous ont contactés et c'est avec plaisir évidemment que nous les accueillons sur l'antenne de RFI ce matin. La première question nous est posée par Célia. Bonjour Célia. Bonjour Juan. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans. 13 ans. Tu es en quatrième, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bienvenue sur l'antenne de RFI et tu as des questions sur le Kenya ? Oui. On t'écoute. Ma question est... Quelle est l'origine de la réconciliation entre le président kényan Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga ? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a assisté ces derniers jours à un spectaculaire rebondissement. Rien ne laissait présager que le président Kenyatta et son adversaire Raila Odinga puissent échanger une telle poignée de main devant les caméras de télévision. Bonjour Sébastien Lemaitre. Bonjour Rohan et bonjour Célia. Correspondant permanent de RFI à Nairobi. Visiblement, les deux ennemis ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Effectivement, et c'est un accord qui est un peu arrivé de nulle part, qui a surpris tout le monde. Il faut quand même rappeler qu'au mois d'août, on a eu une élection présidentielle. Elle a été annulée à cause d'irrégularités. Il y en a eu une autre en octobre. L'opposition a refusé de participer. Le président Kenyatta a donc été réélu et l'opposition n'a pas reconnu ce résultat. Depuis, on a une opposition qui tentait d'instaurer une sorte de contre-pouvoir, on va dire. Elle a créé des assemblées du peuple dans divers endroits du pays. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, s'est proclamé président du peuple fin janvier, etc. Donc, une crise politique. Tout le monde était d'accord pour dire que la seule façon de s'en sortir, c'était d'organiser un dialogue entre les deux camps. Et depuis des mois, des diplomates, des religieux, des entrepreneurs, des leaders tribaux poussaient un peu pour que les deux côtés se parlent. Sauf que les deux côtés n'arrivaient pas à s'entendre. L'opposition voulait parler de ce qu'elle appelle la justice électorale. Pour le pouvoir, il était hors de question d'en parler parce que pour eux, justice électorale, ça voulait dire reparler de l'élection d'octobre, peut-être remettre en cause le résultat, peut-être organiser un nouveau scrutin. C'était ce que Raila Odinga voulait il y a encore quelques semaines. Les diplomates se sont même un peu découragés. Il y avait quasiment plus que les Américains qui poussaient pour ce dialogue. Et finalement, il semble que ça ait payé. Cette pression des églises, des entrepreneurs a porté ses fruits. D'ailleurs, selon certaines sources, ce serait l'Église qui aurait rédigé cet accord de bonne entente entre les deux camps, Rohan. Vous disiez à l'instant, Sébastien, que cette réconciliation avait pris de court tout le monde, y compris au sein de l'opposition. D'ailleurs, ce pacte entre le président Kenyatta et Raila Odinga a créé des tensions au sein même de l'opposition. Et oui, parce que Raila Odinga, il n'est pas tout seul, il a des alliés dans sa coalition, 3 grands alliés. Or, ces 3 hommes n'étaient même pas au courant qu'il y avait des négociations avec le pouvoir, même pas au courant qu'un accord allait être signé. Ils n'ont d'ailleurs pas été invités à la cérémonie, donc ils ne sont pas contents d'avoir été tenus à l'écart. Il faut rappeler aussi que fin janvier, lorsque Raila Odinga s'est proclamé président du peuple, c'était lors d'un grand rassemblement à Nairobi, mais déjà là pareil, les 3 alliés étaient absents, alors ils ont été accusés d'être des traîtres, pas d'autres membres du parti, donc une forte tension. Et je vais en terminer en disant que ces 3 alliés sont plus jeunes que Raila Odinga. Ils ont des ambitions pour la présidentielle de 2022. Ils aimeraient bien que Raila Odinga, qui a 73 ans, vulgairement prenne sa retraite, tout simplement. Donc, en signant la paix avec le pouvoir, Odinga reste le leader de l'opposition. Il reste au centre du jeu, au-dessus de ces 3 alliés. Célia, a-t-on répondu à ta question ? Oui. Et tu suis l'actualité au Kenya, ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse. Et qu'as-tu pensé de cette poignée de main entre ces 2 frères ennemis ?
Moi, je n'ai pensé que c'était bien parce que je pense qu'ils se sont serrés la main pour faire évoluer le pays, car même s'ils ne sont pas d'accord, même si sur plusieurs points ils ne partagent pas la même opinion, ils savent qu'ensemble, ils peuvent faire évoluer le Kenya et ça montre l'exemple à la population kenyane. Merci Célia de nous avoir contacté. Bonne journée à Lomé. Je rappelle que tu as 13 ans. Autre question, d'ailleurs c'est Christophe Jousset du service des sports de RFI qui va y répondre. Bonjour Christophe. Bonjour Juan. Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Guillaume a des questions à vous poser. Nous allons parler football. Et Guillaume a surtout des questions sur l'avenir de Neymar. Bonjour Guillaume. Guillaume, bonjour. Bonjour Ron. Bienvenue. Quel âge as-tu Guillaume ? J'ai 14 ans. 14 ans, très bien. On t'écoute, quelles sont tes questions sur Neymar ? Ma question est, pensez-vous qu'un futur retour de Neymar au FC Barcelone la saison prochaine serait possible et quels en seront les avantages et les inconvénients ? Alors, Christophe Jousset, certains médias espagnols ont récemment évoqué un possible retour de Neymar dans le championnat espagnol. Certains parlent du Barça, d'autres du Real. Info ou intox ? Il y a des rumeurs, ça c'est sûr, sur les intentions de Neymar. Alors c'est parti en fait de confidences que Neymar aurait fait à ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, regrettant en fait son départ pour le Paris Saint-Germain, évoquant le niveau insuffisant, en tout cas inférieur de la Ligue 1 par rapport à la Liga, l'état des pelouses, plusieurs choses qui ne sont pas avérées mais qui ont alimenté évidemment, s'agissant de Neymar, des rumeurs qui se sont développées. Maintenant, est-ce que on peut se poser des questions ? Est-ce que le FC Barcelone a envie de voir revenir Neymar ? Est-ce que d'abord le FC Barcelone a besoin de Neymar ? Voilà, ça c'est la vraie question. Le Barça a-t-il vraiment besoin de Neymar ? Le Barça joue depuis le début de saison sans Neymar et tout va plutôt bien pour le FC Barcelone puisqu'ils sont en tête de la Liga, ils sont invaincus. Les Barcelonais, ils sont encore en course en Coupe du Roi, ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions et les 222 millions d'euros que le Barça a touchés en vendant Neymar au PSG, ces 222 millions d'euros ont été dépensés dans l'achat de Dembélé, de Coutinho. On parle aussi de l'arrivée possible de Antoine Griezmann. Hein. Donc offensivement, le Barça a ce qu'il faut pour faire face et même sportivement, donc le retour de Neymar, l'équipe paraît d'ailleurs presque plus équilibrée que la saison dernière avec Neymar. Donc sportivement, il n'y a pas vraiment de raison et en plus les conditions du départ de Neymar au PSG sont encore un peu en travers de la gorge du Barça parce que je crois que le père de Neymar, qui est par ailleurs son agent, est en procès avec le Barça. Oui, et puis vous vous souvenez que ça s'était décidé au tout dernier moment, quasiment à la fin du marché des transferts, et il y avait eu ce tweet de Piqué qui disait Sekeda en parlant de Neymar. Évidemment, il va rester. Donc même les proches de Neymar pensaient qu'il allait rester. Hop, il est parti au PSG. Donc tout ça fait que Barça, Neymar et avenir, il y a peut-être un mot de trop. Donc l'avenir de Neymar, pour l'instant, il est encore au PSG. Pour l'instant, il est au PSG et ça serait un énorme camouflet, une humiliation même pour le Paris Saint-Germain s'il venait à partir après une seule saison. Et tu en penses quoi, Guillaume ? Neymar doit retourner au Barça ou rester au PSG ? Selon moi, Neymar, le mieux pour Neymar et pour sa carrière, ce serait de retourner au FC Barcelone, car bien que le PSG est un grand club, je crois qu'il leur manque quelque chose pour passer un cap, et celui de la Ligue des Champions. Alors que Neymar, s'il veut avoir un espoir de ballon d'or dans sa carrière, il lui faut gagner beaucoup de titres. Christophe Jousset. Il pourrait le faire. Je suis d'accord avec la deuxième partie de la remarque de Guillaume sur la différence de statut entre les clubs, mais il pourrait aussi aller chercher un ballon d'or en jouant au Real Madrid, Neymar. Ça, effectivement. Par contre, c'est possible. Et s'il y a un club qui veut Neymar, peut-être aujourd'hui en Espagne, c'est bien le Real. Oui, mais il faudra mettre plus que 222 millions d'euros. On parle de 400 millions. Oui, il faut avoir les moyens aussi, et peut-être que le Barça n'a pas ces moyens-là actuellement. Guillaume, on te souhaite une bonne journée à
Lomé. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Merci à vous Christophe Jousset. Il est 9h21 à Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 70. Et ce matin, ce sont les élèves du lycée français de Lomé au Togo qui nous posent des questions, qui nous interrogent dans le cadre de la semaine des médias de la presse dans l'école. Bonjour Grace. Bonjour. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans. 13 ans. Tu as des questions sur la Birmanie. Sois la bienvenue sur l'antenne de RFI. Nous t'écoutons. Merci. Alors, quelle est la position d'Aung San Suu Kyi vis-à-vis de la minorité Rohingya ? Ah, les Rohingyas, effectivement. Depuis le mois d'août dernier, on vous en parle sur l'antenne de RFI. Près de 700 000 d'entre eux ont fui la répression de l'armée birmane. Les Nations Unies accusent d'ailleurs la Birmanie de procéder à une épuration ethnique de la population musulmane. Bonjour Juliette Garbrand. Bonjour Juan, bonjour Grace. Journaliste au service international de RFI. Excellente question que nous pose Grace. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre la position exacte d'Aung San Suu Kyi sur ce dossier. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous aussi, les journalistes comme toi, Grace, on se l'est beaucoup posé cette question. On s'est demandé pourquoi la prix Nobel de la paix, qui a résisté à la dictature militaire, qui a lutté pour la démocratie, n'a pas dénoncé ce nettoyage ethnique. Elle ne s'est pas opposée aux violences de l'armée et des milices bouddhistes. Et quand elle a été critiquée par l'ONU, par les organisations internationales, elle a dit que ces critiques, c'était une intrusion dans la vie politique birmane. En fait, elle s'est très peu exprimée. Et quand elle l'a fait la première fois en septembre, elle a dénoncé un iceberg de désinformation de la part des médias et elle a apporté son soutien à l'armée. Elle estime, comme les militaires, que la répression visait des terroristes et non pas des civils, parce qu'il faut rappeler qu'à l'origine, il y avait bien eu une attaque terroriste de l'armée arakanaise du salut contre des postes de police. Mais en même temps, un an plus tôt, devant l'ONU, Aung San Suu Kyi s'était engagée à soutenir les droits de la minorité musulmane, à s'opposer aux préjugés, à l'intolérance et à promouvoir les droits de l'homme. Et elle avait aussi mis en place une commission indépendante chargée de proposer des solutions pour développer l'Arakan, qui est la région où vivent les Rohingyas avec les Arakanais bouddhistes et qui est une région très isolée, extrêmement pauvre. Ouais, mais enfin, concrètement, Juliette Garbrand, qu'est-ce qui explique cette position qui, on le voit bien, n'est pas très claire ? Eh bien, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, c'est le rapport de force avec les militaires. Aung San Suu Kyi, en fait, partage le pouvoir avec les militaires. Elle dirige de facto le pays depuis les élections libres de 2015, mais c'est l'armée qui contrôle encore largement le pays avec plusieurs ministères importants entre ses mains et la maîtrise de toutes les questions de sécurité et de défense. Et les militaires occupent aussi un quart des sièges du Parlement qui lui sont réservés sans qu'ils aient besoin d'être élus. Donc, Aung San Suu Kyi ne s'oppose pas à l'armée, elle compose avec elle. Oui, elle ne peut pas se mettre à dos, effectivement, l'armée, mais en même temps, Juliette, elle a quand même du pouvoir, elle a son propre espace politique. Oui, et c'est là qu'intervient la deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit. En fait, Grace, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toute la société birmane qui rejette les Rohingyas et qui s'oppose à leur intégration. Les Birmans sont majoritairement de l'ethnie Bamar, comme Aung San Suu Kyi. Ils sont bouddhistes. La religion bouddhiste est la religion la plus pratiquée dans le pays. C'est même un fondement de l'identité birmane. Les Rohingyas, eux, qui sont musulmans, ne sont pas reconnus comme des Birmans, n'ont pas la nationalité, ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Or, Aung San Suu Kyi, c'est d'abord une femme politique, c'est la chef d'un parti, la Ligue nationale pour la démocratie, qui a remporté les élections, et en quelque sorte, on peut dire qu'elle va dans le sens de ses électeurs. Et résultat, malgré ses bonnes intentions de vouloir s'opposer à l'intolérance, elle n'a rien fait pour empêcher ou ne serait-ce que dénoncer le nettoyage ethnique qui a poussé et qui pousse encore aujourd'hui, rappelons-le, les Rohingyas à quitter la Birmanie. Et de nombreuses personnalités à travers le monde ont critiqué effectivement l'inaction d'Aung San Suu Kyi. Grâce, a-t-on répondu à ta question ? Oui, merci infiniment. Eh bien, merci à toi et continue à écouter RFI et à t'intéresser à l'actualité internationale et française. Il est 9h25 à Paris. Il nous reste encore 4 minutes avant de rendre l'antenne pour le journal, mais on a d'autres questions et ne vous inquiétez pas. Et je m'adresse aux autres collégiens qui sont déjà au standard. Ils pourront également poser leurs questions en début de seconde partie. Bonjour Julien Chavannes. Bonjour. Journaliste au service politique de RFI. Nous avons reçu des questions sur la Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que vous étiez sur place en novembre dernier. Vous avez suivi la visite du Premier ministre français Édouard Philippe et Nelson a des questions à vous poser. Bonjour Nelson. Bonjour. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans. 13 ans, très bien. Nous vous écoutons et nous t'écoutons. J'ai du mal avec les tutoiements, on n'a pas l'habitude de se tutoyer à l'antenne. On t'écoute Nelson.
Alors, ma question est pourquoi la Nouvelle-Calédonie souhaite un référendum pour son autodétermination? Alors, Julien Chavannes, pour répondre à Nelson, un petit rappel historique s'impose. Oui, la Nouvelle-Calédonie, alors c'est un archipel qui est français depuis 1853, archipel d'Océanie qui a donc été colonisé par les Français. Il y a eu des années de violence dans les années 80 qui ont amené à 2 accords importants, les accords de Matignon et de Nouméa, qui ont créé de nouveaux droits pour le peuple calédonien. Et c'est en 98 qu'a été prévu la tenue d'un référendum. Il aura lieu en novembre 2018. Ah oui, les électeurs de cet archipel, qui, rappelons-le, est situé à 16 000 kilomètres de Paris, vont se prononcer effectivement sur le maintien dans la République française, ce qui nous amène donc à la question de Nelson. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie souhaite un référendum pour son autodétermination? Eh bien alors, les partis politiques pro-indépendance qui veulent cette indépendance sont en majorité formés par des Kanaks, c'est le nom que l'on donne à ce peuple d'Océanie, ceux qui vivaient là avant l'arrivée des premiers colons français. L'archipel a gagné beaucoup d'autonomie, il a son propre congrès, son budget, et les richesses sont mieux partagées. Mais les indépendantistes souhaitent aller plus loin, ils veulent que leur archipel se détache formellement de la France, sans pour autant couper tout lien avec l'Hexagone. À leurs yeux, c'est aller au bout de la décolonisation de ce territoire, un processus qu'ils jugent logique, inéluctable. Quelles sont les dernières informations concernant l'organisation du référendum? Vous le disiez à l'instant, on connaît déjà la date. Et donc le 4 novembre. Voilà. Et alors, ensuite, c'est une question sensible. Donc du coup, les conditions d'organisation sont difficiles à établir. On a la date, 4 novembre. On a la composition du corps électoral. Ceci, ça a été une question importante. On sait qui va voter et quand. Mais la question même qui sera posée à ce scrutin n'est pas encore connue. Chaque mot a son importance. L'histoire est lourde. Il y a encore des mémoires blessées. Le libellé de cette question sera abordé la semaine prochaine à Matignon entre le Premier ministre et les représentants politiques de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités françaises ont-elles pris position? Eh bien, question importante, puisque c'est un territoire encore français, mais dans un processus de décolonisation. Eh bien, la France n'a pas encore pris officiellement position. Emmanuel Macron se rendra sur place au mois de mai. Il en dira peut-être plus à ce moment-là. Il y a déjà des hommes politiques français qui réclament que la France prenne position, comme Manuel Valls ou Christian Jacob, contre cette autonomie. Pour le moment, l'Élysée et Matignon préfèrent rester le plus neutre possible pour ne pas attiser les divisions sur place. À suivre donc. Nelson, a-t-on répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir contactés. Bonne journée à Lomé. On va marquer une pause, évidemment. On va retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et juste après, nous accueillerons Akou, également collégienne à Lomé, au lycée français. Et elle a des questions à nous poser après la démission de la présidente de Maurice, Amina Garib Fakim. On sera en ligne, évidemment, avec le correspondant de RFI, Abdoulaye Orali, notre correspondant à Port-Louis.